Merci beaucoup. Je remercie le comité d'organisation de m'avoir confié cette tâche un petit peu difficile. Finalement, d'introduire le sujet, l'objectif étant de vous donner une espèce de glossaire à la fois de termes et puis peut-être de concepts que nous partageons en oncogénétique, afin que vous ayez tous les éléments pour profiter des séances suivantes. Alors, de quoi parlons-nous? C'est vrai qu'on va parler de communication et déjà, alors oui, je dois vous parler des conflits d'intérêts, quelques conflits. On va parler des patientes et de ce que nous demandent les patientes. Quand une femme a un cancer du sein, la première question, c'est est-ce que vous allez me sortir de là? La deuxième question, c'est que doit faire ma fille? Nous, on traduit ça comme étant quel est son risque de cancer, finalement. Et en fonction de son histoire personnelle et familiale, sur lesquelles je ne reviendrai pas, on va enclencher une démarche en oncogénétique et donc faire un test génétique. Les résultats génétiques sont communiqués au cours d'une consultation et le résultat se présente sous cette forme-là. Vous êtes porteuse d'une mutation germinale C3059-3060 insertion d'un C qui provoque le changement d'une glutamine en histamine, ce qui lui-même entraîne un décalage de phase et avec un stop dans ce gène-là, et tout ceci est dans le gène PALB2. Bon, alors on ne le dit pas comme ça, mais c'est ce qu'on met dans les mains de la patiente sur le compte-rendu laboratoire qu'on lui transmet. Alors souvent la réaction est un peu perdue. Forcément, la patiente n'a pas forcément fait généticien en deuxième langue au collège. Alors ça, c'est un peu ce qu'on peut attendre d'elle. Après, quand le médecin généticien discute avec ses confrères et qu'il dit exactement la même chose, la réaction peut être assez similaire finalement, quoique, pas chez tous. Ce qui veut dire qu'on doit se mettre d'accord sur ce dont on parle. Germinal, génétique, de quoi parle-t-on? Alors un premier point très très important, même si la distinction est schématique, on va parler du patrimoine génétique d'une personne, génétique constitutionnelle ou germinale, de manière un petit peu impropre, et puis la génétique tumorale, la génétique somatique. Le distinguo est important, il ne faut vraiment pas faire la confusion, notamment dans les rapports. Une mutation, un variant, une variation, autant de termes, qu'est-ce que ça veut dire? Tout ça, c'est très évolutif au cours du temps, la signification de ces mots-là a changé. Alors en 2019, on ne dit plus mutation, c'est has-been, il faut dire variation, à la limite variant, pour les plus anglo-saxons d'entre nous. En termes de nomenclature, pour revenir à ce qu'il y avait dans la bulle, il y a deux manières de décrire une même variation. Donc tout ce qui est C point quelque chose derrière, eh bien ça va correspondre au changement au niveau de l'ADN, donc dans le gène. Et puis tout ce qui est P point quelque chose, c'est la traduction en acide aminé, ou en tout cas l'effet potentiel de la traduction de la variation. Alors c'est pas extrêmement important, mais ça permet à nous de nous y retrouver et de contrôler ce qu'on explique aux gens. Alors, est-ce qu'un variant dans un gène de prédisposition veut systématiquement dire prédisposition? C'est pas si simple que ça. C'est pour ça qu'on rajoute un qualificatif derrière le variant, derrière la variation, pathogène, donc qui provoque la maladie, avec donc un lien avec le risque de cancer, et délétère. Alors, on peut discuter longuement entre les deux termes. Ce qui a été retenu, en tout cas en France, qui fait plutôt consensus, c'est d'utiliser pathogène, sachant que la différence entre les deux termes n'est pas retenue par le NIH, par exemple. Bon, c'est qu'en France, les séances du dictionnaire à l'Académie française font partie des réunions les plus violentes. On va retenir le mot pathogène. Ce qui fait qu'on a un certain nombre de classes de variations, la classe 5 correspondant à une variation qui a 100% de probabilité d'être pathogène. On peut l'abréger sous la forme VP. Et un variant pathogène, là, oui, effectivement, correspond à une prédisposition. Pas forcément. C'est pas forcément plus clair. Alors, quand c'est une classe 5 à variant pathogène, tout va bien, mais on a un certain nombre d'autres variations avec des effets plus compliqués à mettre en évidence, et c'est là où on commence à parler de VSI, de VUS, de VUS. Le VSI, c'est pour variation de signification inconnue. C'est marqué dans l'acronyme, c'est-à-dire qu'on ne sait pas très bien quel est le lien, quelle est l'association avec la maladie. C'est à peu près synonyme de VUS, donc ça c'est pour la version anglaise. Pour VUS, alors VUS étant plutôt utilisé dans les variants, dans les changements au niveau chromosomique qui vont moins nous intéresser ici.
Il y a une espèce de classification des variations qui se fait de 1 à 5, de pathogène à clairement sans signification clinique, avec une probabilité d'être pathogène. Donc ça, c'est des choses qui existent depuis un moment maintenant. J'attire votre attention sur la catégorie, la classe 3, hein, donc les VSI, les VUS, où là, finalement, on a entre 5% et 94% de probabilité d'être pathogène. C'est quand même quelque chose de difficile à expliquer aux patients et on n'est pas loin du peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Alors, pourquoi est-ce que c'est important d'avoir ça en tête? Parce que finalement, quand on fait des tests génétiques, quand on analyse BRCA, dans des familles dans lesquelles on suspecte une prédisposition, finalement, on ne trouve qu'à peu près 10% de variants pathogènes. Guère plus si on fait plus de gènes. Et il y a presque autant de variants de signification inconnue. Ça veut dire que ce sont des situations qui sont absolument fréquentes dans nos consultations. Et qu'il est important de savoir que si on a un variant de signification inconnue, on ne peut pas l'utiliser en clinique, on ne peut pas l'utiliser pour adapter notre prise en charge, et notamment la prise en charge des apparentés. Ça veut dire qu'il ne faut pas tester les variants de signification inconnue, la présence ou l'absence des variants de signification inconnue chez les apparentés. Alors ça peut induire un certain nombre de confusions au niveau de la patiente, hein, qui a l'impression d'y voir moins clair, et puis également des médecins, qu'ils soient spécialistes en génétique ou pas. Et puis, ce que retient aussi la patiente, c'est que, ça c'est très très fréquent, c'est que ce qui est retenu, c'est que l'analyse n'est pas tout à fait comme d'habitude, et ça a tendance à augmenter l'impression de prédisposition. Donc c'est pas complètement neutre de parler de variants de signification inconnue. Et il y a un certain nombre de contresens qui peuvent être établis également. Et ne pas perdre de vue qu'un test génétique, c'est comme tous les tests finalement. Ça a des avantages et des inconvénients, l'identification de variants de signification inconnue faisant partie des variants. Alors si on revient à la situation où les choses sont claires, on a un variant pathogène du gène PALB2, et alors on considère que le variant est pathogène, donc il y a un risque. Le tout étant de savoir quel est le risque qui est associé. Et ce risque est variable en fonction du gène, et quand on parle de gène de prédisposition, donc tout n'est pas forcément à mettre dans le même sac. Par exemple, là, on voit que si on a une mutation du gène BRCA1, le risque relatif de cancer du sein est d'un peu plus de 11, il est similaire à BRCA2, et pour PALB2, il est beaucoup plus faible, en tout cas dans cette étude-là. Donc très bien, ce risque relatif est suffisant pour estimer qu'il y a des choses à faire. On va considérer que cette patiente est dans une catégorie à très haut risque de cancer et envisager donc une prise en charge très haut risque, une surveillance par IRM mammaire, éventuellement une mastectomie prophylactique. D'accord, mais à quel âge? Pour répondre à ça, on a besoin d'outils, et notamment de connaître la pénétrance en fonction de l'âge de la patiente. Donc la pénétrance, c'est la probabilité d'avoir le phénotype, donc d'avoir ou pas un cancer, sachant qu'on a le génotype. En fonction des prédispositions, elle est complète ou incomplète. Alors je vous le dis tout de suite, on n'a pas de prédisposition à pénétrance complète pour le cancer du sein, ça arrive pour d'autres organes. Et ça donne des courbes comme ceci, qui nous permettent de voir alors quel est le risque, la probabilité de faire un cancer du sein au cours de sa vie, hein, on a le droit de vivre jusqu'à 80 ans dans les statistiques, mais surtout ce que ça nous donne, c'est l'âge à partir duquel on commence à voir le risque augmenter, et là on voit que pour les gènes BRCA1 et BRCA2, c'est à peu près 30 ans. On voit également que BRCA1 et BRCA2, ce n'est pas exactement la même chose, même si on arrive au même risque cumulé, mais que l'évolution au cours du temps est différente. Ça, c'est la même chose, mais pour les cancers de l'ovaire, avec BRCA1 et BRCA2, avec, là, pour le coup, de vraies différences en termes de probabilité de faire un cancer et d'âge. Et donc, dans la gestion du risque de cancer de l'ovaire, qui va être l'annexectomie prophylactique, on ne va pas se poser la question forcément exactement de la même manière, si on a une mutation BRCA1 ou si on a une mutation BRCA2. Pour PALB2, on a un peu le même genre de courbe, on a le même genre de courbe qui nous donne là le risque à peu près à 45%. C'est à peu près en ligne avec ce qu'on a vu tout à l'heure en termes de risque relatif. Pareil, le risque commence à augmenter après 30 ans, donc on va commencer à 30 ans à mettre en place les IRM mammaires. Et si on parle de chirurgie préventive, on n'en parle qu'après 30 ans. Alors attention, très souvent, on communique des chiffres aux patientes, et très souvent, c'est seulement le risque cumulé à 75 ou 80 ans qui est retenu. Et c'est mal interprété, c'est-à-dire que ça c'est vraiment ce que nous rapportent les patientes, elles ont l'impression qu'elles ont cette probabilité-là de faire un cancer à chaque fois qu'elles font une IRM.
Donc ce à quoi elles pensent pendant qu'elles sont dans la machine, il faut en tenir compte, et ça c'est complètement iatrogène. Il faut vraiment être clair dans les risques, c'est qu'un risque annuel, un risque cumulé, et quand on a 30 ans, la probabilité de faire un cancer à 80 ans n'est peut-être pas la donnée la plus pertinente. Donc attention, des chiffres faciles à retenir mais mal compris. Maintenant, que faut-il analyser? On a l'intuition de se dire, plus on en fait, mieux c'est. C'est l'intuition de la patiente, c'est souvent l'intuition de beaucoup de monde finalement, y compris des confrères. Et que si on cherche d'autres gènes de prédisposition, on en trouve pas mal. Alors il y a eu une période où c'était presque mensuel, et ça donne un certain nombre de pistes, voire d'envie d'aller regarder ailleurs que dans les gènes BRCA qui historiquement étaient connus. Ce d'autant plus que finalement ce qui a beaucoup évolué au cours du temps, c'est le fait d'analyser un gène. Jusqu'à un passé récent, analyser un gène, c'était un certain nombre d'étapes qui toutes étaient chronophages. Il fallait y aller gène par gène, et analyser un gène nous prenait à peu près 6 mois, on va dire. Et que forcément, en faire plus qu'un prenait beaucoup plus de temps. Mais tout ceci a changé avec l'apparition de nouvelles technologies. Donc vous avez tous entendu parler du NGS, ou Next Generation Sequencing, ce qui finalement n'est pas tellement un bon terme, parce que quand on est passé du séquençage radioactif au séquençage fluorescent, monocapillaire, multicapillaire, etc., à chaque fois on était dans une nouvelle génération de séquençage. Un terme un peu plus approprié, c'est le séquençage en masse, parallèle, c'est-à-dire qu'on va faire plein de choses en même temps, analyser des milliers de fragments en même temps en un seul passage. Donc ça veut dire qu'on est plus rapide, ça permet d'avoir une analyse plus étendue, d'analyser plus de gènes, peut-être même jusqu'au génome en entier, et puis avoir une analyse dite plus profonde, c'est-à-dire qu'on va avoir la capacité de détecter des variants dans le sang avec une très très faible fréquence. Ça peut par exemple détecter des mosaïques. Vous allez dire, oui, mais ça coûte cher. Pas tant que ça. En tout cas, les coûts baissent drastiquement depuis une dizaine d'années, même s'il y a un certain plateau là. Alors, il y a des bonnes technologies, des gains de productivité qui font que on a l'impression que ça stagne un petit peu. Et en tout cas, c'est beaucoup plus rapide que ce qu'avait prédit la loi de Moore, qui est appliquée en informatique. Vous savez, chaque ordinateur, pour le même prix, double sa capacité de calcul tous les 2 ans. Si ça devient pas cher, ça ouvre des horizons et ça crée un marché, ce qui fait que un certain nombre d'acteurs, notamment du privé, peuvent mettre à disposition désormais, en tout cas mettre en place des prestations avec des panels qui ont fleuri ces dernières années, avec des laboratoires publics ou privés qui offrent des panels de plus ou moins vastes. Est-ce que c'est un problème de vouloir analyser trop de gènes ? Le but, finalement, c'est d'identifier une prédisposition chez une personne pour pouvoir utiliser cette information et chez les apparentés, voir qui est porteur, et ainsi ne pas dire qu'il va avoir un cancer, parce qu'on n'aura pas forcément un cancer avec la prédisposition, mais en tout cas, on va mettre en place un certain suivi, et ceux qui ne seront pas porteurs pourront être rassurés. Par exemple, si on a cette histoire familiale extrêmement marquée, avec un cancer du sein à 25 ans, plusieurs cancers du sein chez des femmes jeunes, si une anomalie est trouvée chez cette dame-là, eh bien, est-ce que, si celle-ci n'en est pas porteuse, est-ce qu'on peut arrêter la surveillance de cette personne? Si la variation est dans le gène BRCA1, on peut estimer que dans la composition du risque de ce cancer-là chez cette personne-là, on va avoir une part d'environnement, on l'a vu un petit peu tout à l'heure, on va avoir le poids de la variation de BRCA1, probablement d'autres facteurs génétiques, des cofacteurs génétiques, et puis le hasard, c'est ce qui nous arrange ou ce qu'on ne connaît pas, mais il y a quand même probablement aussi une part de hasard là-dedans. Dans ce cas-là, on va se dire que si la patiente n'est pas porteuse de la mutation BRCA1, on va dire que son risque est complètement diminué, en tout cas rejoint peut-être celui de la population générale, et on pourrait s'affranchir d'une surveillance chez elle. Maintenant, si la mutation et la variation est dans un gène autre, et que la part de responsabilité dans ce gène-là est beaucoup plus limitée, qu'en fait on a d'autres facteurs génétiques, est-ce qu'on va pouvoir se fier à l'absence ou la présence de cette petite partie-là chez là pour faire la surveillance? Probablement pas. Et c'est cet écueil-là qu'on veut impérativement éviter.
Parce qu'il est important de distinguer ce qui est la validité biologique, c'est-à-dire que le fait qu'au laboratoire on puisse dire oui, telle variation dans tel gène a un impact sur la fonction du gène, est-ce que ça a du sens au niveau d'une cellule, d'un organe, d'un organisme, est-ce que ça a une validité clinique ou pas, est-ce que ça entraîne le risque, et est-ce que cette augmentation de risque a une utilité clinique si on le contrôle, est-ce qu'on sait contrôler ce risque, et est-ce que l'amplitude du risque est suffisante pour enclencher un changement dans la prise en charge, et c'est ce qu'on appelle finalement l'actionnabilité, un barbarisme permettant de voir si on peut utiliser ou pas une information. Alors, avec ce raisonnement-là, a été élaborée des recommandations d'utilisation de certaines informations génétiques et pas d'autres dans le cadre des prédispositions au cancer du sein. Alors, Jessica Moretta aura une présentation vendredi. Alors, pour ceux qui ne seront pas là vendredi, eh bien, on a retenu qu'on analysait BRCA1, BRCA2, PAL-B2, TP53, CDH1 et PTEN en cas de suspicion de prédisposition au cancer du sein, et on rajoute quand il y a une suspicion de prédisposition au cancer de l'ovaire, RAD51C, D, les gènes des mismatch repair associés à EPCAM. Et on n'a pas retenu d'utilité clinique, donc on n'utilise pas cette information pour guider la prise en charge quand la variation est dans cette liste de gènes-là. Dans tous les cas, on ne trouve pas très souvent des anomalies dans ces gènes. Il ne faut pas dire qu'en faisant des panels, on va forcément répondre à tout. Alors, des analyses qui n'ont rien à voir, je le cite là parce que c'est aussi du vocabulaire. Vous avez peut-être entendu parler des SNP, donc pour Single Nucleotide Polymorphism. Ça, ce sont des petits changements, soit dans des exons, soit dans des parties non codantes du gène, qui sont différentes d'un chromosome à un autre, d'une personne à une autre, et qui peuvent être donc dans du codant ou du non codant. Et on peut faire des études d'association de ces variations-là, de ces changements-là, avec les risques de cancer. L'impact de chaque SNP est extrêmement faible, mais en combinaison, on peut arriver à un certain nombre de choses qui a été improprement nommé un polygenic risk score. Polygénique, on a l'impression que c'est dans des gènes, mais en fait, à nouveau, ces SNP-là peuvent être en dehors des gènes, et on peut classer les patients en fonction de leur combinaison de polygènes et en fonction des percentiles. Si on est dans le 1% de combinaison, qui a une certaine combinaison de SNP, on va avoir un risque de cancer qui peut être extrêmement important. Donc ça, c'est des choses qui ne sont pas encore utilisées en pratique courante, notamment en cas de suspicion de prédisposition au cancer, parce que ce n'est pas forcément adapté, mais ça fait l'objet d'un certain nombre de protocoles de recherche, et Suzette Delajoche vous en parlera demain avec le protocole MyPEPS. Si on ne trouve pas d'anomalie, la patiente a envie de dire qu'il n'y a pas de risque, mais en fait, ce n'est pas le cas. Si on ne trouve pas de variant, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de risque. Et ça, c'est un gros quiproquo, ou en tout cas une déception dans les attentes des patientes, parce que la patiente, ce qu'elle a envie de lui dire, c'est qu'il n'y a pas de risque. Mais nous, ce qu'on peut faire, c'est qu'on ne peut confirmer qu'une prédisposition. Et il n'y a pas de test qui permette d'exclure une prédisposition. Et quand on ne trouve pas de prédisposition, en fonction de l'histoire familiale, on va proposer une prise en charge qui va être donnée deux principes de manière un peu empirique ou proche. Si les résultats sont négatifs, ça peut vouloir dire qu'il n'y en a pas de prédisposition, ça peut dire qu'on ne trouve pas dans l'anomalie identifiée, soit c'est un autre gène que ceux qui sont étudiés là qui sont concernés. La question suivante, c'est très bien, si ce n'est pas dans ces gènes-là, faisons plus large, et à la limite, analysons tout mon patrimoine génétique. Alors ça, tout le patrimoine génétique, ça peut être soit la partie uniquement codante, l'exome, soit le génome en entier, et à ce moment-là, le génome, ça, c'est pas de la science-fiction, c'est vraiment à notre portée, et il y a vraiment une vraie politique française de développer le plan France Médecine Génomique, et Damien va vous en parler dans quelques instants, avec les deux plateformes pilotes qui sont en place entre Sequoia et Oragen. Le gros problème de ça, c'est est-ce qu'on va vers des gènes de signification inconnus, c'est-à-dire qu'on va trouver beaucoup d'informations, et le problème n'est plus la capacité de l'analyse moléculaire, mais l'interprétation des variants, avec toujours toute la question de la validité clinique et de l'utilité clinique, et il ne faut pas qu'on se retrouve noyé par l'information génétique. Donc à court et à moyen terme, de toute façon, ceci ne s'entendrait que dans des cas très très sélectionnés, validés en RCP. C'est pas grave, je vais peut-être le faire par Internet. Et bien ça, c'est ni souhaitable et c'est illégal, et Dominique Stoppa-Lyonnais en parlera tout à l'heure. Maintenant, est-ce que ça a un impact, le fait de trouver une prédisposition, un impact sur mon traitement? J'ai deux diapos. Oui, ça permet d'adapter la thérapeutique dans certains cas, et cette nouvelle utilité dite theranostique va nécessiter de nouvelles organisations, avec peut-être des changements, en tout cas dans la positionnement des uns et des autres, et Catherine Nogues va nous en parler par la suite. Donc ce test génétique, finalement, c'est un peu comme un examen complémentaire dont le résultat est inclus dans un processus de je fais ou pas une analyse. C'est forcément multidisciplinaire. C'est très puissant pour stratifier les risques, mais
essentiellement quand un variant pathogène est détecté. Il faut faire attention à ne pas surinterpréter les résultats négatifs, dans le sens rassurant en disant il n'y a pas de risque. Et attention aux variants de signification inconnus. Et il est important de connaître la validité clinique avant toute utilisation en routine. J'attire à nouveau votre attention sur la différence entre le tumoral et le constitutionnel, notamment dans vos rapports. Il y a déjà eu de nombreux contresens qui ont été faits et c'est très dommageable. Donc l'objectif, c'est vraiment d'avoir un discours clair et univoque. En amont du test, il faut que la patiente soit informée des tenants aboutissants, des avantages et des inconvénients, anticiper les résultats. En aval également du test pour pouvoir bien interpréter les variants. Ça nécessite une bonne communication entre les professionnels de santé, d'homogénéité, de pluridisciplinarité. Et puis, avec la patiente, parce qu'elle va être notre messager auprès de sa famille. Et que si au départ, on donne une première information par l'intermédiaire d'un médecin qui va transmettre à la patiente, qui va le transmettre à son frère, à sa sœur, à ses filles, etc., on peut arriver là aussi à un certain nombre de contresens. J'ai mangé mon temps, donc bien sûr cette situation est à éviter et je vous remercie pour votre attention. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? C'était très clair, hein? Enfin pour nous c'était très clair, mais après... Non. On passe aux communications suivantes. Bon. Non.